religieuses? Est-ce qu'on fait appel à des valeurs? Éclairez-nous sur ce sujet. Je ne crois pas qu'on puisse effectivement et de façon normale faire appel à des convictions religieuses. Je crois qu'il y a la soif du pouvoir, il y a la recherche des intérêts personnels. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait se situer. Par contre, si on se situe dans la logique des intérêts collectifs ou de l'intérêt collectif, ou dans la logique des convictions religieuses, on comprendra qu'il est important de pouvoir mettre en relief la valeur du peuple qui a été confiée à cet homme-là pour qu'il le dirige. Alors, dans ce sens-là, il peut comprendre que d'autres personnes peuvent aussi assumer les mêmes responsabilités. Ce qui est important du point de vue de Dieu, c'est que tous les hommes soient heureux, c'est que toutes les femmes soient heureuses dans un pays et que tout le monde retrouve le bonheur. Et alors, si quelqu'un empêche le peuple de pouvoir bénéficier de son bonheur, je vois mal comment on peut considérer que cela se situe dans la logique des convictions. Mais pourtant, la plupart des chefs d'État au pouvoir font appel à Dieu, exhortent la population à être croyante, mais quand il s'agit de s'appliquer à soi-même ces principes, ça devient un peu plus compliqué. Votre avis là-dessus? Oui, mon avis là-dessus, c'est qu'il s'agit d'un bricolage herméneutique auquel beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes en Afrique et même dans le monde sont habitués. On fait un bricolage herméneutique, c'est-à-dire on va au pied de la lettre, on prend les textes de la Bible, on va au pied de la lettre et on voit les choses comme on le pense. On voudrait que Dieu soit le fonctionnaire de ses propres utilités, de ses propres désirs. Alors à ce moment-là, on peut faire dire à Dieu tout ce qu'on veut. Effectivement. Donc ça ne peut pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Richard Tiramunda. Pour ne pas, je n'interromps pas M. Sylvain, mais je voudrais lui rappeler aux auditeurs que notre président, le président actuel burundais, est un pasteur et que sa femme aussi est pasteur. Elle a une église qu'on appelle l'église du Rocher, donc il devrait normalement être le premier serviteur du peuple avec la parole de Dieu. Mais vous connaissez le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on est pasteur, c'est difficile. Voilà. Alors je me tourne vers Nicole Ntumba Boacha. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je comptais le faire d'ailleurs en cours de débat. Vous êtes également fort engagé politiquement. Vous êtes la secrétaire fédérale de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, l'un des principaux partis d'opposition du Congo, Kinshasa, dirigé par Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, et qui est arrivé d'ailleurs 3e lors des élections présidentielles de 2011. Alors, quelle est la position de votre parti, l'UNC, par rapport à une 3e candidature de Joseph Kabila, par exemple? Inimaginable, impensable. Donc, pour nous, l'UNC, le 19 décembre 2016 à minuit, Kabila doit partir, tout simplement. Donc ça, c'est la position de votre parti. Envisageable. La Constitution l'interdit, la loi l'interdit. Il ne peut pas avoir une autre forme de rafistolage pour le laisser au pouvoir. Je voudrais revenir vers vous, Marlène Tchibassou. Nous parlions de vos activités, parce qu'il faut rappeler, vous êtes Miss RDC Congo-Belgique 2013. Votre couronne, vous l'avez cédée depuis le 17 mai, je pense. 17 mai, donc la nouvelle Miss RDC Congo, qui va certainement avoir le même type de calendrier que vous. Alors, peut-être pour nos amis téléspectateurs, quand on devient Miss comme ça, comment les choses s'organisent? Comme c'était la première édition, il y avait eu des élections dans les années passées, mais là, c'était vraiment, on va dire, la première édition organisée. Oui, j'avais déjà un planning bien préparé. Par exemple, le lendemain de l'élection, j'étais déjà à une sortie officielle. Mais ça, on vous l'impose, on n'avait pas à discuter. On vous l'impose. Voilà. Il y a un contrat qui est signé. Comment ça se passe? Il y avait un contrat qu'on avait dû. Chaque candidate avant la finale avait dû signer, comme quoi, quand la Miss est appelée est invité pour une représentation, doit venir, quoi. Moi, ça me plaît, voilà. Okay. Ça m'a plu. Et il y a un comité, je pense, qui. Oui, il y a un comité qui m'encadrait. Donc,
Oui, il y avait beaucoup d'activités. Très bon souvenir. Très bon souvenir. Si c'était à refaire. Après, si c'était à refaire, bon, il y a eu quand même quelques failles, on va dire. Et puis aussi les gens autour, j'ai remarqué que les gens, voilà, c'était pas évident. Les gens sont très méchants des fois. Bon, voilà, c'est vrai qu'on peut pas faire l'unanimité, mais c'était pas, enfin, en tout cas les débuts, c'était pas très facile. À surmonter psychologiquement. On se demande, bon... Mais votre meilleur souvenir, c'est quoi, en fait? C'est mon voyage au Congo, en fait. D'accord. Combien de temps? 10 jours, mais c'était 10 jours intenses, 10 jours d'activité, et oui, c'était... Parce qu'on vous a vu dans pas mal de manifestations, notamment à l'ambassade. Oui. Moi-même, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'animer un forum économique à Charleroi. Vous y étiez présente. Donc, je veux dire, quand on vous appelle comme ça, vous vous prêtez au jeu de bonne grâce, enfin, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas et je trouve ça plutôt intéressant, comme par exemple le forum économique. Moi-même, ayant fait des études en sciences éco avant de me lancer dans la comptabilité, voilà, c'est des événements très intéressants. Voilà, c'est pas que des défilés de mode ou que des photos qui puissent intéresser une Miss, quoi. Donc, je vais rebondir sur la méchanceté parce que ça, le moins que l'on puisse dire, Richard Tiramunda, c'est que la méchanceté en politique, c'est plutôt une qualité, non? Je ne dirais pas comme ça, mais c'est le fait que quand nous dénonçons ce que le gouvernement fait de mal, on a l'impression que l'autre côté prend ça comme une méchanceté, mais de notre côté, c'est aussi une bravoure de dénoncer. Alors la méchanceté en politique, oui, elle existe, et dans notre pays, elle n'est que visible. Parce que le gouvernement en place, comme c'est une dictature qui prive la liberté des gens, malheureusement, il y en a plein qui sont en prison et des gens qui sont virés de leur poste, qui sont chassés du travail, qui sont exilés. C'est vrai, c'est une méchanceté. Alors, je voudrais vous interpeller sur une information que nous avons reçue il y a quelques jours. L'ancien président burundais, Pierre Buyoya, est candidat à la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Or, il semblerait que dans votre pays, des gens se soient, disons, scandalisés de cette candidature parce qu'il aurait, selon les dires bien sûr de ces personnes-là, du sang sur les mains. Expliquez-nous. Malheureusement, c'est vrai. L'ancien président, le major Buyoya, est candidat à la succession d'Abdou Diouf au poste de secrétaire général des Nations Unies de la francophonie. Donc ce sera pour octobre, lors du sommet, novembre à Dakar. Hein. Oui. Donc c'est vraiment malheureux. C'est malheureux dans le sens où le major Buyoya, quand il est à l'extérieur, tout ce qu'il fait, on semble l'apprécier. Mais au pays, parce qu'il est envoyé spécial des Nations Unies. Au Sahel, un peu partout en Centrafrique. Mais on ne sait pas, l'extérieur ne connaît pas très bien son parcours au Burundi, parce que c'est un récidiviste putschiste qui a fait vous êtes dur, là. Vous êtes dur. Non, c'est les faits, c'est la réalité. Il a fait 2 fois un coup d'État. Je ne vois pas juridiquement comment on peut appeler ça si c'est pas. Mais là, maintenant qu'il est utilisé comme envoyé spécial pour les Nations Unies, vous ne pensez pas qu'ils en ont tenu compte quand ils ont fait leur choix de le désigner lui, par exemple? Non, il faut comprendre que le major Buyoya a été le premier et le seul Burundais à dire facilement oui à tout ce que l'Occident le demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il continue son métier et c'est un valet de l'Occident. Il est bien placé parce qu'il ne sait pas dire non aux Européens, aux Américains. Donc ça, c'est du côté occidental. Mais au Burundi, il y a beaucoup de procès contre lui, notamment sur des crimes qu'il est accusé. Je viens de le dire, il a fait 2 fois le coup d'État. Ce n'est pas un exemple. Il a raté l'unité nationale. Il a emmené le Burundi vers une guerre civile où lui-même et ses interlocuteurs savaient très bien que l'issue était de donner le pouvoir à la rébellion Hutu. Pourquoi est-il allé en guerre, sachant très bien que ça allait se terminer comme ça? Pendant 10 ans, les frères et sœurs burundais sont morts pour une cause qui n'était pas valable. Alors votre message, c'est quoi à l'OIF? C'est non. Non. C'est non. Pas de Buyoya. Non. C'est pas de Buyoya. Pas de personnes tachées de sang pour diriger une institution telle que la francophonie. Et
malheureusement, on apprend à gauche à droite que c'est un candidat valable qui risque de passer. Nous allons nous battre pour qu'il ne passe pas. Et même s'il passe, la francophonie aura toujours le collectif des victimes du Major Buyoya derrière eux. D'accord. Alors...